Merci beaucoup d'être présent. Donc, je m'appelle Margot Naturel et avec Julien Iliassu, que vous allez voir passer, on va vous accompagner dans le déroulement de cette journée, la santé-environnement dans les territoires, observer pour mieux agir, organisée par le réseau ISE en partenariat avec le département du Val-de-Marne. Donc, je cède tout de suite la parole pour quelques mots d'accueil à Geneviève Carpe, conseillère départementale déléguée, chargée de la santé auprès du premier vice-président au département du Val-de-Marne, Sabine Patou, présidente déléguée auprès du président chargé de la transition énergétique au département du Val-de-Marne, et Nathalie Belzer, directrice à l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France. Merci. Bonjour, merci à vous. Madame la conseillère départementale, chère Sabine, Madame la directrice de l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France, Madame Nathalie Belzer, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Madame Hellequin et Monsieur Rican, enseignants-chercheurs au LADIS, laboratoire dynamique sociale et recomposition des espaces, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les agents, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs. Je suis ravie, en tant que conseillère départementale en charge de la santé, d'être parmi vous aujourd'hui pour l'introduction de ce colloque du réseau Île-de-France Santé Environnement, ISE, sur le sujet de santé-environnement dans les territoires, observer pour mieux agir. Cette co-organisation va dans le sens des objectifs du réseau ISE, qui sont, pour rappel, favoriser l'initiative collective grâce au partage d'outils, de ressources, d'expertise et d'informations, et de développer une culture commune en matière de santé-environnement. C'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs à remercier nos services pour l'organisation de cette journée, ainsi que tous les acteurs qui animent le réseau ISE pour améliorer la santé de tous les Français, des Franciliens et particulièrement des Val-de-Marnais. Le département a souhaité mettre en place ce colloque car nous avons d'excellentes relations de travail avec le réseau ISE qui a été pour nous un partenaire précieux à plusieurs reprises. Et je pense en particulier au colloque pour un Val-de-Marne sans perturbateurs endocriniens qui a eu lieu il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous allons à nouveau bénéficier de l'expertise des personnels de ce réseau et pour leur travail, merci encore. Cette journée concernant la santé-environnement dans les territoires observés pour mieux agir est une opportunité pour nous de répondre aux engagements pris dans notre feuille de route santé départementale 2024-2028. Je fais référence ici à l'enjeu numéro 3, mieux intégrer les enjeux de la santé environnementale dans les actions de la collectivité. Cet enjeu se décline en 2 axes. Lutter contre les perturbateurs endocriniens, l'axe 6, le hasard fait bien les choses, et mieux comprendre et agir contre les inégalités environnementales de santé, axe 7. Le réseau ISE nous aide sur ces 2 axes. Dans la même lignée, nous sommes aussi signataires depuis 2022 de la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, portée par le réseau Environnement Santé, qui interviendra en début d'après-midi, et je le remercie pour sa participation. La Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, DPMI-PS, traitera également du passage des données à l'action en matière de prévention des perturbateurs endocriniens au cours des 1000 premiers jours. Je tiens à souligner le travail réalisé par la DPMI-PS qui réussit avec brio à allier la production de données et la mise en œuvre de pratiques exemplaires. Concernant un autre axe de notre feuille de route santé, l'axe mieux comprendre et agir contre les inégalités environnementales de santé, le département a initié, en partenariat avec le Master Territoire Ville Santé, co-porté par l'Université Paris-Est Créteil et l'Université Paris-Nanterre, un projet tutoré sur les inégalités environnementales de santé dans le Val-de-Marne. Les chercheurs de l'ADIS qui introduisent avec nous le colloque ont largement participé à ce projet en encadrant les étudiants. Le département leur est reconnaissant du travail fourni. Enfin, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence et votre participation à ce colloque
Pour le département, c'est une véritable opportunité d'approfondir le travail sur les inégalités environnementales de santé, en découvrant ou en ayant une meilleure compréhension des sources de données, outils et méthodologies présentées, ainsi que les initiatives exposées. Profitons tous des enseignements de ce colloque pour continuer à faire du Val-de-Marne le territoire de santé qu'il doit être et surtout qu'il mérite d'être. Donc, suite à mon intervention, je laisse maintenant la parole à Madame Sabine Patou et je lui laisse le soin de vous exposer la partie environnement du département pour ce colloque. Je vous remercie de votre écoute. Bonne journée. Merci beaucoup, chère Geneviève. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse, tout comme Geneviève, de vous accueillir aussi nombreux pour cette journée au sein de l'hôtel du département préfecture à Créteil. Je ne serai pas très longue, Geneviève a dit l'essentiel, je crois. Je vais effectivement plutôt me pencher sur la question environnementale et climatique. Vous connaissez tous le contexte de dérèglement climatique dans lequel nous sommes. Face à cette situation, nous avons, dès notre arrivée mi-2021, initié différentes actions pour rendre le département du Val-de-Marne aussi vertueux ou exemplaire que possible dans la lutte contre ce changement climatique et pour permettre de préserver des conditions de vie acceptables. Cette année, nous avons pu adopter à l'unanimité notre stratégie climat globale que j'ai eu la chance de pouvoir porter. Elle se structure en 5 axes, dont le premier porte sur la sphère médico-sociale et vise la préservation de la santé, notamment des plus vulnérables, dont nous savons bien qu'ils sont en première ligne face aux effets de cette crise climatique. Cette stratégie couvre l'ensemble des champs de compétences du département, en interne et en externe. Ces déclinaisons sont par exemple la stratégie vélo, le schéma directeur de l'énergie, la stratégie nature, ainsi qu'un plan de protection des espaces agricoles et naturels qui nous permet de sanctuariser ces entités et d'agir à notre niveau pour une production locale et saine, l'essentiel des terres agricoles de la métropole du Grand Paris se trouvant dans le Val-de-Marne. Or, on sait bien que l'agriculture et l'alimentation sont centrales quand on parle de santé et d'environnement. Les modèles existants auxquels on se référait il y a peu encore, pour certains, ne fonctionnent plus. On le voit bien avec les prévisions météo. Différents nouveaux facteurs se combinent et produisent des événements plus violents, plus intenses, auxquels nous ne sommes pas préparés. La nécessité de collecter de nouvelles données, de mener des études et d'encourager la recherche en est plus manifeste, tout comme celle ensuite de faire savoir au plus grand nombre ce qu'il en est. Si le secteur privé peut accompagner certains domaines de la recherche, la santé environnementale ne sera probablement pas la priorité, et c'est donc bien sur le secteur public et les réseaux qui l'accueillent que ces attentes reposent quasi exclusivement. Si on en revient à la question de l'alimentation bio et de ses effets, cela amène à reconsidérer nos positions actuelles. Alors que nous sommes tous maintenant bien convaincus qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, des études montrent toutes actuellement que les pesticides et les perturbateurs endocriniens que nous ingérons avec des produits non bio annulent quasi totalement les effets bénéfiques de cette consommation pour la santé. C'est un exemple parmi d'autres de la nécessité de travailler et de partager comme vous le faites. Ce travail est précieux et sachez que nous vous en sommes particulièrement reconnaissants. Excellente journée à tous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci, chers membres du réseau ISE, d'être présents parmi nous, chers participants et chères participantes. Merci, Madame Carpe et Madame Patou, pour ces mots d'accueil très positifs à l'égard du travail engagé ensemble dans le cadre du réseau ISE. Donc, merci au Conseil départemental du Val-de-Marne, co-organisateur de cet événement, de nous accueillir dans les locaux.
et de nous réunir ainsi pour échanger sur la santé-environnement dans les territoires, observer pour mieux agir, titre de ce 6e colloque annuel du réseau ISE. Moi, je souhaiterais vous présenter en quelques mots qui nous sommes, qu'est-ce que l'ORS, l'Observatoire régional de santé, et en son sein le réseau ISE. Alors, l'Observatoire régional de santé, comme son nom l'indique, a pour mission d'observer la santé des Franciliens. Et pour ce faire, il recueille, et produit des données relatives à l'état de santé des Franciliens et à ses déterminants. Alors, ces informations sont ensuite analysées, c'est notre travail, pour permettre d'éclairer les politiques de santé. L'ORS est financé à part égale État, ARS, région, et il est un département dédié de l'Institut Paris Région, c'est-à-dire l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, ce qui lui confère un positionnement, à mon sens, très précieux pour défendre justement la place de la santé dans toutes les politiques publiques. Quelque chose qui m'est très cher. Les champs d'expertise de l'ORS sont particulièrement nombreux, notamment pour ce qui concerne la thématique ici qui nous concerne, en santé-environnement. Dans le cadre de son volet santé-environnement, en dehors d'études en fait un peu récurrentes de son programme, l'ORS pilote aujourd'hui une dizaine d'actions du PRSE, Programme régional de santé-environnement, et il anime et accueille le réseau ISE. Ce réseau ISE, comme cela a été rappelé, pour Île-de-France Santé-Environnement, émane, lui, du programme régional de santé-environnement précédent. Et donc, il a été créé en 2019 et il est financé, il a un financement spécifique d'RIEAT et ARS, donc partenaires que je remercie ici aussi. Ce réseau, créé il y a 5 ans, donc quand même, le réseau ISE fête aujourd'hui ses 5 ans d'existence. C'est aussi un anniversaire, puisque l'ORS fête, lui, ses 50 années d'existence. Donc 2024 peut être aussi une année positive dans les anniversaires. Il réunit aujourd'hui, le réseau ISE, plus de 150 membres. Son objectif, comme ça a déjà été un peu dit, est de créer les conditions pour intensifier et diversifier les collaborateurs entre les acteurs franciliens de la santé environnementale. Alors, plus précisément, et vous allez voir pourquoi du coup ISE porte l'organisation de ce type de colloque, il a pour objectif de rassembler les acteurs de la santé et de l'environnement pour créer une culture commune en santé-environnement permettant de valoriser les actions et les productions de chacun, de développer et d'accompagner des projets, comme par exemple celui de ce colloque, et de participer à la construction des politiques publiques, puisque le réseau ISE contribue aussi à l'élaboration du PRSE 4, le Programme régional de santé-environnement, et pilote aujourd'hui avec l'ORS et d'autres partenaires certaines des actions de ce PRSE. C'est donc tout à fait logiquement qu'il organise aujourd'hui, depuis sa création, des colloques pour mettre en lien les différents partenaires. Pour rappel, l'année dernière, le colloque ISE questionnait les liens entre acteurs de la recherche et les territoires. Son organisation avait associé à ce moment-là 2 membres du réseau, dont nous avons ici une vice-présidente, c'est ça ? Madame Véronique Garnier, l'association Élus Santé Publique et Territoire, et Sciencis, dont je ne vois pas en fait de représentants dans la salle. Ce colloque, le colloque de l'année dernière, portait sur le constat que le lien entre les acteurs de la recherche et les territoires était plutôt ténu en Île-de-France, alors que le territoire francilien concerne 2/3 de la recherche française. Donc, du fait d'une marge de progrès importante, il s'agissait donc de favoriser une dynamique de rapprochement entre recherche et territoire. Et ça va tout le colloque et le travail qui a été effectué autour de colloque se retrouvera dans un livre blanc qui devrait être disponible en fin d'année. Alors, le colloque qui nous réunit aujourd'hui, questionne aussi un lien, mais aujourd'hui celui des collectivités territoriales et des acteurs de l'observation. Il interroge plus spécifiquement sur les difficultés que peuvent rencontrer les acteurs, les collectivités territoriales pour s'emparer des connaissances et des données d'observation. Quels sont les besoins des collectivités en matière de santé-environnement ?
C'est pour moi une question essentielle pour les acteurs de l'observation, afin que nous, acteurs de l'observation, nous puissions être en mesure de répondre à vos besoins. Alors, quel type d'informations produites par les acteurs de l'observation sont utiles aux collectivités territoriales? Comment ces collectivités peuvent-elles s'emparer de ces connaissances? Comment nous, acteurs, pouvons les accompagner dans l'appropriation de ces connaissances? Alors, l'observation de la santé-environnement n'est pas nouvelle, mais sa diversité, dans un paysage institutionnel régional complexe, n'est pas toujours visible et est souvent très dispersée. C'est d'ailleurs en partant de ce constat que le PRSE 4 propose une action, pour ceux que ça intéresse 16.1, pilotée par l'ORS justement et ISE. Cette action vise à fédérer les différents acteurs de la région, dont les collectivités territoriales, pour définir et mettre en œuvre le renforcement de l'observation en santé-environnement. Donc ce colloque aujourd'hui qui nous réunit ici s'inscrit dans cette action du PRSE. Donc ce colloque associe, je l'ai déjà dit cette année, le conseil départemental du Val-de-Marne, que je remercie pour son engagement dans cette organisation, l'ORS et ISE. Il donnera lieu, comme l'année précédente, à la réalisation d'un livre blanc qui reprendra notamment les enseignements des échanges de cette journée. Et moi, je vous invite à contribuer à ce livre blanc. C'est toujours très enrichissant d'avoir des regards des intervenants, mais aussi des participants. Donc là, je remercie encore une fois le conseil départemental du Val-de-Marne de nous accueillir. Et je remercie aussi très chaleureusement toutes les équipes qui ont participé à l'organisation de cette journée, qui, je le souhaite, sera riche d'échanges et de partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. Donc, je ne vais pas revenir sur le programme du colloque qui a été mentionné dans ces mots d'accueil, simplement rappeler que le programme a été co-construit par tout un groupe de travail, plus de 20 personnes qui sont présentes dans la salle, qui vont aussi être présents en tant qu'intervenants et intervenantes. Donc merci à toutes ces personnes-là pour leur implication dans la construction du programme. Nous avons essayé d'avoir des temps, bien sûr, pour les intervenants et les intervenantes, et bien sûr, nous avons essayé également d'avoir des temps d'échange. Donc vous verrez, on proposera à plusieurs reprises des échanges avec la salle suite aux interventions diverses. Donc je n'en dis pas plus. Pour introduire cet événement, je vais donc laisser la parole à Anne-Peggy Elquin, qui est professeure de géographie à l'Université Paris-Nanterre et chercheuse au laboratoire LADIS, Dynamique sociale et recomposition des espaces, et également Stéphane Rican, qui est maître de conférences en géographie à l'Université Paris-Nanterre et chercheur à ce même laboratoire LADIS. Merci. Un peu impressionnant. Hein. Donc, bonjour à tous. Je suis bien Anne-Peggy Elquin, professeure de géographie à Paris-Nanterre. Et il a été cité tout à l'heure, hein, on est intervenant et Stéphane en est même le responsable. On participe au Master Territoire TVS à Nanterre et à l'UPEC. Donc merci beaucoup de nous avoir invités à faire cette introduction qui sera très, très, très courte et qui est l'objet est de revenir sur quelques points que nous souhaitons évoquer en tant que chercheurs. Donc observer pour agir, hein, quand on nous a proposé, et c'est Julien notamment qui nous a invités en tant que notamment, il nous connaissait en tant qu'ancien étudiant. Donc, c'est un très beau titre, je trouve, qui articule bien les besoins de la société et de la science. Et je dirais, pour faire une figure de style, que ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est agir pour observer et agir pour bien observer. On peut se demander pourquoi il faut observer. En fait, l'observation, selon nous, c'est l'étape seconde de la constitution d'un problème public qui donnera lieu à l'action. Donc on est vraiment au cœur de cette problématique aujourd'hui. La demande d'action qui entraînera cette demande d'observation, elle émane de la société, d'une fraction de celle-ci. Cette fraction, elle peut être d'ici, c'est-à-dire les habitants, les citoyens, le corps médical, les chercheurs, des mobilisations, enfin ça peut prendre
différentes formes. Cette demande, elle peut émaner aussi d'un ailleurs. Alors cet ailleurs, ça pourrait être pour aujourd'hui une réglementation européenne, par exemple, qui s'imposerait en France, et on voit qu'elle peut entrer, cet ailleurs peut entrer en contradiction avec des pratiques, hein, notamment à l'agriculture, on en parle pas mal, mais ça s'implique aussi dans d'autres types de pays et ça pose d'autres problèmes. On peut aussi voir qu'on va avoir un retard pris à l'agenda institutionnel qui peut reposer sur l'invisibilité de ce problème public, et en l'occurrence de santé environnementale, d'où la nécessité de l'observation, de la surveillance, de la mesure pour rendre compréhensible ce problème. Dans le cadre général de la territorialisation des politiques publiques, de la conscientisation plus grande des citoyens, il existe une demande forte portée auprès des collectivités territoriales d'action en santé environnementale. Et elles sont réunies aujourd'hui par rapport à cette demande. Une fois la constitution du problème public constitué, celui qu'on souhaite observer, il faut garder à l'esprit, et c'est une des principales difficultés, qu'il existe des biais cognitifs quant à l'observation. J'en citerai deux par rapport à aujourd'hui. Le premier, ce serait ce qu'on appelle le biais de disponibilité, c'est-à-dire toutes les données ne sont pas disponibles et on utilise ce qui est disponible, on y reviendra. Et deuxième biais important, le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, ce qui est particulièrement compliqué dans l'observation. Et c'est là que agir pour mieux observer, c'est vraiment la rencontre entre la science et l'observation. C'est que dans la science, dans sa pas tradition, mais dans son essentiel, c'est bien de mettre en œuvre des protocoles de recherche qui permettent de renouveler les connaissances grâce aux échanges scientifiques. Quand on fait une publication scientifique, c'est bien pour faire avancer ces connaissances. On fait des conférences de consensus. Je pense que tout le monde connaît ici le GIEC et comment ça se met en place. C'est exactement ça. C'est des échanges avec d'autres acteurs pour stabiliser une information. Si on prend l'exemple de la qualité de l'air, on voit bien qu'il peut y avoir un décalage entre l'action et la recherche, puisqu'on peut regarder, est-ce que c'est le seul seuil du polluant qui compte, ce qui a longtemps été la donnée scientifique, est-ce que c'est le franchissement de ce seuil qui donc pèse sur la santé, est-ce que c'est les pics de pollution qui comptent, ou est-ce que c'est l'exposition chronique ou de fond, ou est-ce que c'est la période d'exposition, c'est-à-dire à quel moment dans votre vie vous êtes exposé. Les médias, les ASCA, alertent sur les pics plus que sur la pollution de fond, dont les effets sont a priori plus importants. Bon, mais je suis géographe et pas médecin. De même, on voit la littérature la plus récente montre que, toujours sur les polluants, c'est l'exposition intra-utérine qui est peut-être la plus grave, et donc comment il n'y a pas du tout d'information par rapport à cette-ci. En tout cas, la réglementation et l'action est complexe. On voit donc qu'il y a un décalage entre les avancées scientifiques, la législation et l'action. Puisque en cas de pic, on alterne le trafic routier, mais qu'est-ce qu'on fait pour la pollution de fond? On voit, vous êtes particulièrement concernés sur la difficile mise en place des zones sans émissions et tous les problèmes que ça pose. On vit au quotidien aujourd'hui la question du boulevard périphérique. Donc on est géographe et c'est bien la dimension territorialisée qui nous intéresse le plus. La réflexion que nous avons menée pour aujourd'hui avec Stéphane souligne quelques enjeux. On parlera bien de l'observation à l'échelle des territoires pour agir à l'échelle des territoires. Je dirais que c'est une interface entre la complexité que je viens d'évoquer et l'opérationnalité, mais il faut l'accepter. Voilà. Et je pense que si on est là, si on est tous là, c'est pour accepter cette complexité. Pour nous, et là, plutôt par rapport aux producteurs de données environnementales notamment, on a une approche plus SHS, c'est-à-dire qu'il faut penser une vulnérabilité systémique à la croisée de l'aléa, des enjeux,
de la gestion et des représentations de cet aléa. Je pense notamment à la qualité de l'air, car comment se protéger si on n'est pas conscient du risque, dont le champ des représentations doit être peut-être un peu plus travaillé, notamment dans le cadre d'une vulnérabilité systémique des populations. On va construire des indicateurs de vulnérabilité, on en trouve pas mal maintenant dans la littérature, bon, à voir... ils se construisent très progressivement, littérature internationale, mais pour l'instant, ils butent pas mal sur comment on met l'accès aux soins dedans. L'offre de soins, on a encore pour la France, c'est géolocalisé, mais comment on met l'accès aux soins et comment on met encore plus les états de santé, où là, on n'a pas la donnée, en tout cas pas la donnée très, très précise. D'autant que l'accès à ces données environnementales et à ces données de santé ne sont pas accessibles, et pour certaines c'est tout à fait normal, à des échelles très fines, et donc en cas d'exposition, ça pose de la difficulté, et en plus, on ne les a pas forcément sur des périodes longues. Donc, premier élément, il faut penser ces données et cette réflexion de l'observation à des échelles environnementales différenciées et surtout à l'articulation de ces échelles. Je prends souvent la figure, et je terminerai là-dessus et je donnerai la parole à Stéphane, la figure du pavillon de banlieue parisien. Je reprends l'exemple de la pollution de l'air. Qu'est-ce qui fait qu'un habitant d'un pavillon de banlieue d'Île-de-France a des problèmes de santé? Est-ce que c'est quand il cuisine, enfin en tout cas c'est plutôt, ça s'agrège, c'est quand il cuisine, s'il se chauffe au bois, si ses voisins brûlent leurs déchets végétaux, s'il habite près d'un échangeur, quand il prend sa voiture, s'il n'est pas très loin en limite de la banlieue, plutôt vers le périurbain, eh bien, il peut aussi souffrir de l'exposition aux pesticides. Et puis, Airparif l'a montré, on voit dans l'air francilien des particules qui émanent de la forêt des Landes et même du Canada. Donc tout ça, c'est vraiment cette figure d'articulation de l'échelle de notre banlieusard dans son pavillon et et essayer de comprendre son état de santé par rapport à différentes échelles de pollution. Je te laisse la parole. Pour ajouter un tout petit peu de complexité à la complexité, donc l'enjeu de l'observation, bien évidemment, et notamment pour communiquer auprès des territoires, c'est un enjeu de cartographie de tous ces indicateurs et de mise en relation de ces différents indicateurs à différentes échelles, comme l'a mentionné Anne Peggy. L'enjeu pour cette cartographie, elle va présenter de nombreux défis. C'est à la fois dans les maillages qu'on va être en capacité de mobiliser pour faire correspondre des données d'émissions, des données d'exposition, des données par rapport à la situation sociale, par rapport aux conditions sanitaires, et des maillages qui peuvent être extrêmement différents en fonction des données disponibles. Ça, vous avez tous l'expérience de ça. Et chaque source de données mêlant des données ponctuelles, des données surfaciques, des données extrapolées, des données à un maillage carreau de 200 mètres sur 200 mètres, à des données en iris, des données communales, des données départementales, etc. Actuellement, là, on a un projet avec la ville de Paris et des collègues biologistes sur des données biologiques qui sont collectées dans les eaux usées de la ville de Paris et que l'on cherche à confronter avec les situations sociales au sein de la ville de Paris. Et on se retrouve à devoir cerner des bassins d'assainissement qui permettent de récupérer les informations sur ces données biologiques avec des données socio-économiques qui ne correspondent pas du tout lorsqu'on a des données à l'iris. Et donc, il y a un défi technique, ça on a encore la possibilité au travers de données d'extrapolation, de données de lissage, de pouvoir faire correspondre les deux, mais c'est pas tant un défi technique qu'un défi vis-à-vis de la pertinence de ces différents maillages au regard de la compréhension du phénomène que l'on cherche à observer, des relations qui peuvent s'établir
entre ces différents phénomènes sociaux, démographiques, environnementaux, et puis surtout des enjeux d'aide à la décision qui peuvent en émaner. Anne-Peggy prenait l'exemple tout à l'heure de la pollution atmosphérique, qu'on va chercher à mettre en relation avec des données localisées à les risques de résidence. Est-ce que les risques de résidence constituent la bonne maille d'analyse ça ne permet pas de prendre en compte à la fois tous les déplacements quotidiens domicile-travail, tous les déplacements domicile-loisirs, les déplacements domicile-école, et qui sont des enjeux importants, notamment en Île-de-France, quand on sait que les déplacements contribuent et quand on prend tous les motifs confondus, à des temps correspondant à peu près 1h30 par jour, et sur des distances qui peuvent être importantes. Alors, l'autre enjeu par rapport à cette pertinence des maillages, c'est un exemple que je donne souvent aux étudiants, et il y a certains anciens étudiants là qui sont dans la salle à qui ça va rappeler des souvenirs. Je leur donne comme exemple un peu trivial une distribution de cas de maladie au sein d'une ville. Et lorsqu'on analyse la distribution de ces cas de maladie selon un découpage administratif, on obtient une répartition tout à fait équitable du nombre de malades entre les différentes mailles administratives. Et puis je leur soumets les mêmes distributions des cas de maladie, mais cette fois-ci selon la proximité à une source d'émission de pollution. Et là, on trouve une concentration de cas de maladie autour de la source d'émission. Et je leur pose la question systématiquement, quel est pour vous le découpage le plus pertinent à retenir ? Généralement, ils tombent assez souvent la première fois dans le panneau en disant il faut qu'on prenne en compte la source de pollution. Et la réponse, bien évidemment, n'est pas l'un ou l'autre découpage, mais les deux découpages sont pertinents dès lors que, en fonction de la question qui est posée, si l'enjeu c'est de répartir des moyens pour prendre en charge les personnes qui sont en situation de mauvaise situation sanitaire, à ce moment-là, le découpage administratif va être plus adapté. Si c'est de repérer les causes associées à cette distribution, bien évidemment, l'autre découpage va être plus pertinent. Donc ce sont des périmètres de phénomènes qui ne correspondent pas toujours au périmètre d'action, et il va falloir pouvoir établir repérer les périmètres les plus pertinents en fonction des interlocuteurs à qui on a à faire face. Ce sont également des enjeux autour des décalages dans le temps entre les temps d'exposition, les temps de survenue de la maladie, je ne rentre pas dans les détails, et qui rendent difficile la mise en relation des données sanitaires à un moment donné avec des données d'exposition au même moment. C'est tout l'enjeu d'utiliser le plus fréquemment dans ces représentations cartographiques des délimitations fixes pour des phénomènes qui n'ont rien de figé et qui nécessitent aussi de prendre en compte l'ensemble des flux, des déplacements, des mobilités, des interactions qui peuvent exister entre ces différentes données et ces différents espaces que l'on cherche à analyser. Ce sont aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais des enjeux autour des phénomènes de multi-exposition qui sont importants à prendre en compte. Une nécessité d'intégrer la notion d'exposome, cherchant à rendre compte des sommes d'exposition auxquelles les individus sont soumis tout au cours de l'existence. Anne-Peggy en a déjà parlé, et qui amène à de multiples combinaisons de situations dont il faut pouvoir rendre compte et qui ne sont pas toujours évidentes. Ces nombreux enjeux d'ordre scientifique et méthodologique sont source aussi de nombreuses controverses, ça a été mentionné, et quant au rôle des différents facteurs environnementaux au regard de la santé des populations, et qui entraînent des risques de surinterprétation ou de mauvaise interprétation des cartes qui peuvent être produites, et donc on connaît bien le risque d'erreur écologique associé à la confrontation de données agrégées. Donc pour pouvoir répondre à tous ces défis, il est nécessaire d'associer l'ensemble des acteurs à toutes les étapes du processus d'analyse, depuis la sélection des indicateurs à suivre, bien communiquer autour de la limite des données que l'on est en capacité de mobiliser, sur les techniques d'analyse qu'on est en capacité de déployer, sur la restitution des résultats, et ça permet d'assurer, c'était évoqué tout à l'heure, une meilleure transférabilité, une meilleure utilisation de l'ensemble de ces diagnostics.
Ça a été rappelé, donc c'était le fruit du colloque annuel de 2023 du réseau ISE. Je pense que sur le point sur lequel débouche ce constat, c'est la nécessité d'associer davantage la recherche et les décideurs, mais c'est aussi, il me semble, d'associer la recherche, les décideurs et la formation également. Il a été rappelé l'exemple du projet Tutoré qui a été mené au sein du Val-de-Marne et qui permet, au travers de collaborations entre des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des formateurs et des acteurs, qui permet de former des futurs professionnels en capacité de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés. Je laisserai terminer Anne Peggy juste pour conclure sur notre intervention. Je dirais juste 2 phrases. 2 phrases. C'est d'admettre, et nous on a l'habitude en recherche, d'admettre l'imperfection et la complexité pour l'action. Cela dit, aujourd'hui, on est là vraiment pour l'agir et l'observer. Et aujourd'hui, en 2024, je ne sais pas quelle journée, le 8 novembre, ça sera le meilleur de ce qu'on peut faire le 8 novembre en 2024 en recherche, en action et en recherche et en action. Et puis, deuxième phrase, c'est de dire que on va suivre les débats donc avec grand intérêt. Et merci encore de nous avoir invités.